Par un jour apparemment ordinaire, notre protagoniste et sa copine se baladaient dans une rue tranquille de la ville, trouvant un rare moment de paix après leurs récents examens et devoirs, tout en discutant de leur dernier vrai rendez-vous. Cette scène tranquille fut brisée par un fort crissement, lorsqu'un camion derrière eux fit une embardée violente, envoyant instinctivement les piétons à proximité se disperser. En un instant, le protagoniste repoussa sa copine de toutes ses forces, mais sans avoir le temps de se sauver lui-même. Il ferma les yeux et se prépara à l'impact écrasant de l'énorme véhicule. Mais à sa grande surprise, il n'y eut pas d'impact. Le monde resta étrangement silencieux et confus. Il ouvrit lentement les yeux, se demandant pourquoi il était encore en vie. Il se retrouva allongé à plat sur le sol, mais ce n'était plus la rue familière. Son corps était lourd, incapable de bouger correctement, et quand il essaya de parler, aucun son ne sortit, déclenchant une panique terrifiante à l'idée d'être piégé de façon permanente, peut-être même mort. Refusant ce tournant des événements, il essaya de forcer chaque muscle à lui répondre alors qu'il se débattait maladroitement comme un ver impuissant. Parvenant finalement à regarder autour de lui, sa mâchoire s'ouvrit en grand à la vue de douzaines de corps éparpillés et de vêtements en lambeaux brûlant lentement dans un feu qui se propageait avec de la fumée noire s'échappant dans l'air et des huttes à proximité déjà englouties par les flammes, se demandant si c'était un cauchemar tordu et irréel. Une brindille craqua, l'éloignant de ses pensées alors qu'un vieil homme entra dans la scène brûlante, déclarant calmement que le protagoniste était le seul survivant de ce village ruiné. Plus étrange encore, le vieil homme semblait parler chinois, mais le protagoniste comprenait chaque mot avec une clarté totale. L'homme répéta un dicton étrange, Amitya Bouddha, marmonnant sur la façon dont le destin avait dû le mener à notre garçon. Et comme son regard se fixa sur le protagoniste, il vit un bébé minuscule et fragile se refléter dans ses yeux, une réalisation choquante que son esprit d'adulte était maintenant piégé dans le corps d'un nourrisson. Le vieil homme le porta sans effort, sa petite forme ne protestant pas du tout. Et malgré son apparence, le choc du bébé était évident alors qu'il était tenu. Peu après, l'homme se déplaça à travers la forêt avec une vitesse incroyable, glissant presque entre les arbres tout en commentant avec désinvolture le calme étrange du bébé, le comparant à un enfant qui pleure constamment nommé Shung-jin. Le protagoniste remarqua que l'homme n'était pas un vieil homme ordinaire. Ses mouvements étaient trop rapides et trop irréguliers pour quelqu'un de son âge, comme un ninja agile se frayant un chemin à travers les arbres. Puis notre protagoniste infantile aperçut une falaise abrupte devant lui, ses instincts criant de panique, mais le vieil homme ne ralentit pas, sautant proprement du bord avec le bébé toujours dans sa main, atterrissant sans effort de l'autre côté, à sa propre grande surprise que l'enfant n'ait toujours pas pleuré, pas même un peu. Le vieil homme pressa alors doucement sa paume contre le ventre du bébé, puis une lueur dorée chaude et brillante se répandit sur tout son corps, conduisant à une aura puissante assez chaude pour faire fondre la neige à proximité. Alors que l'énergie affluait, le bébé la reconnut soudainement comme un transfert de chi, un processus dont il n'avait fait que lire dans des histoires et des livres d'arts martiaux, mais qui était maintenant indéniablement réel et lui arrivait. Sa vision devint lourde alors que l'énergie produisait son effet. Ses paupières tombant alors qu'un besoin irrésistible de sommeil submergeait son petit corps, ses pensées s'estompant jusqu'à ce que tout devienne noir, et il sombra dans un profond sommeil. Il se réveilla brusquement à de forts cris, une voix hurlant à plusieurs reprises, résonnant dans l'air, réveillant le protagoniste infantile. Ses petits yeux s'ouvrirent lentement sur une nouvelle vue surprenante. Il sembla qu'il n'était plus dans la forêt nue, mais au milieu de ce qui ressemblait à un ancien complexe chinois, une structure massive décorée de façon traditionnelle se dressant devant lui, nichée au fond des montagnes. Alors qu'il réfléchissait à cette vue impossible, un jeune homme apparut, s'inclinant respectueusement devant le vieil homme, le saluant en tant que Sabaek et s'enquérant de son voyage. Le vieil homme, voulant se rapprocher, monta simplement les larges marches de pierre où 4 hommes en robe montaient la garde, s'inclinant bas en réponse à son arrivée. Le vieil homme les salua calmement, demandant si quelque chose s'était passé pendant son absence, auquel un garde rapporta que tout allait bien. Après avoir accepté la réponse, le vieil homme répondit qu'il avait peu à rapporter lui-même, sa seule tâche étant maintenant de rencontrer le maître du clan. Quand un garde curieux pointa le bébé dans ses bras, le vieil homme déclara simplement que Shung-jin s'occuperait de lui, n'offrant que peu d'explications au-delà d'avoir trouvé le bébé lors de son voyage. Il traversa ensuite les hautes portes en bois, expliquant à l'enfant insensible que c'était le clan Zonyam, autrefois l'un des 9 plus forts, mais plus maintenant. Alors que le vieil homme continuait à parler, le regard du bébé se porta sur le côté où plusieurs hommes s'entraînaient, prenant des poses de combat et soulevant même leur corps dans les airs sans aucune aide extérieure. À ce moment-là, il réalisa que ce n'était pas un effet spécial, mais de véritables arts martiaux dans ce monde, ce qui l'étonna profondément. Le vieil homme remarqua sa réaction, laissant échapper un petit rire, remarquant que l'expression du bébé donnait presque l'impression qu'il comprenait, puis le louant avec un sourire satisfait. Il continua à travers le complexe, entrant finalement dans une zone plus calme bordée de parchemins et de livres, probablement une bibliothèque ou une salle d'entraînement, où Shung-jin aux cheveux longs attendait. Le visage de Shung-jin s'illumina en voyant son maître, le saluant chaleureusement, mais sans avertissement, le vieil homme lança nonchalamment le bébé sur l'homme sans méfiance.
Hurlant intérieurement, le bébé paniqua d'être jeté comme un objet. Mais avant que la peur ne s'installe, l'homme aux cheveux longs l'attrapa rapidement avec les 2 mains, regardant notre garçon avec confusion alors qu'il demandait si c'était vraiment un bébé. Le vieil homme coupa sa tentative de parler alors qu'il rappelait à Shung-jin qu'il n'avait pas encore eu d'apprenti, puis déclara que le bébé serait le sien, ne donnant même pas au pauvre homme un choix valable. Les pensées du MC infantile tombèrent dans le chaos. Un apprenti? Il voulait vraiment faire d'un nouveau-né un disciple d'arts martiaux? Il savait de sa vie passée à quel point ces sectes étaient restrictives. Il n'était pas autorisé à avoir de romance ou de mariage, ce qui signifiait que ces hommes étaient probablement des vierges à vie. L'idée de passer toute sa vie à s'entraîner dans une montagne isolée avec rien que d'autres hommes autour et aucune chance de romance l'effrayait. Il ne voulait pas de cette vie, et comme les choses semblent se passer, il pourrait ne pas avoir le choix en la matière. À l'intérieur de l'un des bâtiments du complexe, notre petit protagoniste sur un lit moelleux se tortillait et laissait échapper des cris de bébé exagérés, non pas de tristesse ou de douleur, mais intentionnellement pour attirer l'attention de son gardien, Shung-jin aux cheveux longs. Il ne fallut pas longtemps au gardien inquiet pour se précipiter, bol et cuillère à la main, s'excusant doucement en annonçant qu'il était temps de manger. Le même jeune homme avait même donné un nom au bébé, Gun-chung, un nom que notre garçon soupira bruyamment, le détestant ainsi que sa situation actuelle. Pourtant, il était impuissant à s'y opposer, capable seulement de pleurer, de manger ou de rester silencieux. L'homme aux cheveux longs prit doucement une cuillerée de porridge blanc épais et étrange, et comme il approchait de sa bouche, les yeux du bébé s'écarquillèrent, ignorant cet aliment étrange. Le gardien, parlant doucement, l'encouragea à manger. Et bien que le porridge chaud ne soit pas savoureux, il n'était pas terrible non plus, alors le bébé l'avala rapidement, apparaissant enthousiaste à Shung-jin, qui ne réalisa pas que notre garçon le faisait uniquement pour survivre, pas pour le goût ou la faim. Le gardien, apparemment calme et très doux, souffla sur une autre cuillerée pour la refroidir, son sourire chaleureux et amical reflétant ses meilleurs efforts pour prendre soin du nouveau-né. Pendant un bref instant, le bébé sentit que cet homme était gentil, mais la pensée disparut rapidement alors qu'il réaffirma sa résolution de ne pas vivre ici pour toujours, rejetant cette vie non désirée. Alors il pleura à nouveau, plus fort cette fois, faisant se demander au gardien confus ce qui n'allait pas, vérifiant l'inconfort, même les couches souillées, mais ne trouvant aucune réponse réelle au milieu des gémissements incessants. Intérieurement, le bébé cria de frustration, désespéré de faire savoir à tout le monde qu'il n'était pas vraiment un nourrisson. Il comprenait tout et ne voulait pas être ici, pourtant seuls des cris de bébé sortaient. Shung-jin avait déjà essayé de deviner s'il avait sommeil, mais ce n'était pas ça non plus. Et ainsi, les pleurs continuèrent, remplissant la pièce et atteignant même l'extérieur pour que tout le monde l'entende. Au fil du temps, cependant, les cris s'affaiblirent lentement jusqu'à ce qu'il soit épuisé par son propre bruit. La voix du bébé s'éteignit dans le silence, permettant au gardien soulagé de pousser un petit soupir de paix. Posant doucement le bébé silencieux sur le lit, Shung-jin décida de saisir l'occasion pour s'entraîner. Notre bébé protagoniste le regarda alors qu'il se dirigeait vers la fenêtre. Une incapacité exaspérante à former des mots cohérents frustrait ses tentatives de parler. Le gardien s'assit alors, se tenant droit et les jambes croisées, couvert par le clair de lune. Ses yeux se fermèrent alors que sa respiration ralentissait, signifiant une partie de son entraînement aux arts martiaux. À chaque respiration profonde, une faible lueur bleue se répandait lentement autour de son corps, devenant plus brillante et plus visible à chaque inspiration et expiration. L'observant pendant tout ce temps, notre garçon devint curieux, essayant impulsivement de copier le rythme respiratoire, son schéma respiratoire montant et descendant en synchronisation avec Shung-jin, et de façon inattendue, une faible lueur commença à se former autour de son petit corps. Le gardien, pleinement concentré, ne le remarqua pas tout de suite, mais alors un son doux traversa la pièce. Sorti de nulle part, le bébé réussit à prononcer un seul mot déformé, « Monsieur », faisant s'ouvrir immédiatement les yeux de Shung-jin, surpris qu'un bébé si jeune puisse parler, ce seul mot confus le laissant perplexe. Se tournant rapidement vers le bébé, sa surprise évidente, il demanda à contre-cœur si le bébé avait bien parlé, mais le bébé ne répondit pas, semblant préoccupé, car au lieu de cela, il célébrait intérieurement d'avoir prononcé même ce seul mot brisé. La surprise du gardien se transforma en un doux sourire curieux. Il encouragea le bébé à réessayer, mais le bébé n'écoutait pas. Son esprit était toujours en ébullition, rejouant l'événement. C'était arrivé après avoir copié la technique de respiration, ce rythme régulier déclenchant une énergie qu'il pouvait sentir dans son petit corps, qu'il imagina être du chi. Cette réalisation ramena le souvenir du vieil homme qu'il avait porté en sautant de cette falaise comme si la gravité ne signifiait rien pour lui, confirmant que ses sauts sans poids et sans effort étaient le résultat d'un entraînement approfondi au chi. Poussé par cette pensée, le bébé ferma de nouveau les yeux, essayant de répéter ses actions tandis que le soignant curieux observait d'en haut. Mais quand il essaya de parler, rien d'utile ne sortit. Seuls des gazouillis inutiles de bébé s'échappèrent. Après avoir attendu quelques instants, le soignant se détourna rapidement, riant un peu, se convainquant qu'il avait dû imaginer cela car un bébé si jeune ne pouvait pas parler. Sur le lit, le bébé fulminait silencieusement,
agacé contre lui-même, souhaitant pouvoir recommencer et se demandant si plus de pratique pourrait aider. Un autre jour ensoleillé, les oiseaux s'envolèrent dans le ciel. Alors qu'à l'intérieur de la pièce calme, le bébé restait immobile, inspirant et expirant avec détermination, une faible énergie se formant autour de son petit corps, allégeant graduellement son corps. Avec suffisamment de concentration, il réussit à rouler sur le ventre, ce qui était une prouesse importante pour un bébé aussi petit, et une vague d'excitation le traversa lorsqu'il réalisa que l'entraînement au chi n'était pas seulement un regain d'énergie, mais accélérait également sa croissance physique, ce qui lui donnait l'impression que s'il continuait, il grandirait rapidement. Cependant, cette pensée prit fin brusquement lorsque sa tête devint trop lourde, et avec ses bras trop faibles pour se soulever, il retomba sur le lit face contre terre, incapable de bouger. Allongé là, respirer devint difficile. Et avec tout son corps pressé contre la literie, une brève panique s'installa, mais il se força à se calmer, reprenant régulièrement le rythme respiratoire, rassemblant de l'énergie une fois de plus. C'est alors que le soignant fit soudainement irruption à travers la porte comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas, se précipitant vers le lit, soulevant soigneusement le bébé et le serrant contre lui. Le soignant demanda ensuite si le bébé avait essayé de pratiquer la technique Taïul, sa propre technique de respiration, réalisant que le bébé avait dû copier ses actions antérieures. Il le fixa de près, étudiant le visage et le corps du bébé comme un puzzle, marmonnant que malgré tout, le bébé n'avait pas l'air d'un génie, comme s'il y avait un regard spécial qui le révélait. Pourtant, il laissa ses pensées vagabonder, imaginant que si le bébé s'avérait naturellement intelligent, il pourrait devenir un érudit au lieu d'un artiste martial ordinaire, une pensée qui fit apparaître un petit sourire sur son visage. Après cela, il jeta un coup d'œil par la fenêtre, regardant les flocons de neige tomber doucement, recouvrant les arbres à l'extérieur en blanc, espérant que le printemps arriverait bientôt. 2 ans plus tard, le temps et les saisons avaient passé, et à l'intérieur du même ancien complexe, le bébé était maintenant un petit garçon. Il était assis sur le sol sous un arbre épais, une pierre solide dans sa main, sa respiration provoquant une faible énergie bleue qui l'entourait à chaque inspiration et expiration alors qu'il se concentrait sur la pierre dans sa main. Un instant plus tard, l'énergie jaillit et la pierre dans sa paume se brisa en plusieurs morceaux propres. Non loin de là, Chung Jin aux cheveux longs se tenait à observer, son attention atteignant un sommet à la vue. Il appela le nom du garçon, Gun Chung, se précipitant en avant, stupéfait par ce qu'il pensait avoir juste vu. L'homme aux cheveux longs se précipita vers le garçon, son mouvement rapide attirant l'attention du garçon. On dirait que quelque chose de grave s'était produit. Sans ralentir, il sauta vers l'arbre où le garçon était assis, un saut soudain qui choqua complètement le garçon. Toujours dans les airs, l'homme aux cheveux longs cria « Tu ne peux pas manger de pierre ». Sa voix forte résonna dans la zone avant qu'il n'atterrisse fermement à côté du garçon avec une facilité pratiquée. Il tendit immédiatement la main vers celle du garçon, et alors qu'il la saisissait, de petites particules tombèrent de la paume du garçon. Les yeux de l'homme aux cheveux longs se plissèrent, puis il se calma, demandant si le garçon avait juste joué avec du sable avant de lui faire la leçon de ne pas manger de sable ou de pierre. Le garçon essaya d'expliquer, mais ses mots étaient encore flous. Son nouveau petit corps n'était pas habitué à parler, alors il ne fit que des sons que l'homme ne comprenait pas. Intérieurement, le garçon avait déjà décidé de garder secrète sa capacité à utiliser Chia pour l'instant, souriant tranquillement à lui-même, ne ressentant aucun besoin de le dire à qui que ce soit pour le moment. Ignorant les pensées du garçon, l'homme aux cheveux longs le ramassa simplement, déclarant qu'ils allaient à l'intérieur, et commença à retourner vers le bâtiment sans un autre mot. Les années passèrent vite. À l'âge de 7 ans, Gunshung n'était plus un petit garçon. L'entraînement était devenu sa vie quotidienne. À l'intérieur des terrains d'entraînement, il bougeait son petit corps régulièrement et en douceur, sa respiration étant nette et contrôlée à chaque inspiration et expiration. Il leva une jambe tout droit, s'équilibra brièvement, puis la balaya rapidement vers le bas. Ses mouvements coulaient, se tordant à travers d'innombrables formes d'arts martiaux, les mains et les jambes bougeant sans hésitation. Alors qu'il continuait, un flux de QI clair et fort s'accumula autour de lui, se déplaçant en rythme avec son corps. Il se concentra sur cette énergie, la tenant bientôt dans ses mains. Le QI suivait ses mouvements naturellement, faisant partie de lui. Serrant son poing, sentant son poids solide, il pensa, c'est ce que les mouvements de QI ressentent vraiment. Juste à ce moment-là, son maître, l'homme aux cheveux longs, l'appela, Gunshung, de derrière. Le garçon se tourna, s'adressant respectueusement à lui en tant que maître. L'homme aux cheveux longs l'informa ensuite qu'à partir de demain, Gunshung irait dans un endroit appelé Taepyeongjonjon. Les mots ne rendirent pas le garçon heureux. Son maître expliqua qu'à 7 ans, il était temps pour une étude appropriée des arts martiaux, mais Gunshung n'était clairement pas ravi et ne voulait pas cela. Le maître ne se souciait pas de sa réaction initiale, rappelant au garçon ses paroles précédentes. La vraie force signifiait entrer dans le monde parmi les gens ordinaires car rester caché dans la montagne ne le rendrait pas fort. C'était un entraînement de pèlerinage. Gunshung comprit. Des disciples envoyés avec seulement une épée, voyageant dans des terres dangereuses, rencontrant d'autres artistes martiaux, des étrangers et faisant face aux dangers seuls.
Il avait entendu dire que beaucoup ne revenaient pas. Certains sont morts sans rien accomplir. Le garçon soupira à voix haute, reconnaissant le risque réel. Remarquant son inquiétude, le maître le rassura. Gunshang n'irait pas complètement seul, mais serait d'abord envoyé chez un ancien du clan Zonyam ou une entreprise respectée pour en apprendre davantage sur le monde car il n'était pas sûr d'envoyer un enfant errer. Il ajouta que c'était pourquoi Gunshung devait devenir un disciple fidèle, mais le garçon resta frustré, pas encouragé. Il prit la parole, exprimant son insatisfaction face aux règles strictes des artistes martiaux, en particulier qu'il ne pouvait pas se marier ou avoir une vie amoureuse normale, une idée qui l'ennuyait profondément. Mais le maître se contenta de rire, disant au garçon que le clan Zonyam autorisait le mariage, il n'avait donc pas à s'inquiéter, une réponse inattendue qui surprit Gunshang et atténua une partie de sa frustration. Peu de temps après, Gunshung se dirigea vers le complexe principal du clan Zonyam, ses pas étant fermes à travers les grandes portes, ses pensées étant occupées. Il savait qu'il entrerait en tant que disciple de 3e génération, bien que son âge soit plus proche de la 4e, anticipant un grand écart d'âge entre lui et la plupart des autres disciples de 3e génération en raison de son début précoce. Alors qu'il s'avançait, une silhouette en robe marchait régulièrement vers lui. Alors qu'il se rapprochait, Gunshung réalisa que c'était une femme et une très belle en plus. Il le remarqua tout de suite. Sa première pensée honnête étant qu'elle était sacrément canonne. La femme s'avança lentement vers lui avec un léger sourire, ses pas calmes n'étant pas menaçants. Alors qu'elle se rapprochait, elle demanda d'une voix claire s'il était Shung, prenant le garçon complètement au dépourvu car il ne s'attendait pas à ce qu'elle connaisse son nom. Elle confirma, répétant son nom complet, Gunshung, puis se présenta avec désinvolture comme Gunyung. Au moment où il entendit son nom, il se redressa, s'inclina légèrement et la salua correctement en tant que Saju, le titre pour une disciple senior. Même après l'avoir saluée, il ne put retenir sa curiosité, lui demandant comment elle connaissait son nom. Elle répondit simplement, disant qu'elle était là pour venir le chercher. Ces paroles chaleureuses et accueillantes combinées à son joli visage firent battre son cœur plus vite, et il pensa que la vie ici ne serait peut-être pas aussi mauvaise qu'il l'imaginait. Elle se tourna ensuite et s'éloigna en s'attendant à ce qu'il suive. Il n'hésita pas, faisant correspondre ses pas vers un autre bâtiment à l'intérieur des terrains du clan. Une fois arrivé, Gunyung lui tendit avec désinvolture un long bâton, le laissant confus et se demandant quel était son but. Réalisant son incertitude, elle se tourna, demandant ce qu'il voulait dire. Pour elle, il était évident que leur entraînement pratique commençait. Jetant un coup d'œil autour de lui, il remarqua une limite circulaire sur le sol et posa des questions à ce sujet. Elle lui dit immédiatement qu'une fois que le combat commencerait, il ne pourrait pas sortir du cercle, une règle d'entraînement. Sans perdre de temps, elle leva son bâton au-dessus de sa tête, le faisant tourner rapidement, fendant l'air avec un son aigu. C'était à pas accent grave l'œil et démodé. Ses pensées n'ont pas arrêté la pression de son attaque tournoyante. Il sentit le vent avant même qu'elle n'ait complètement balancé. Il demanda si ce n'était vraiment qu'un entraînement, car ce n'était pas léger. Elle ne ralentit pas, avançant avec une série de frappes rapides et nettes, trop rapides pour qu'un nouveau sparring puisse suivre. Il essaya de bloquer, mais son corps ne pouvait pas suivre même s'il reconnaissait la technique. Elle se précipita à nouveau sur lui, prête à frapper fort, mais remarqua ses bras trembler alors qu'il luttait pour bloquer. Elle s'arrêta immédiatement, demandant pourquoi il n'avait pas maîtrisé les bases. Il répondit en tremblant que c'était sa toute première séance de sparring. Son expression changea. Bien qu'il s'agisse de son premier combat d'entraînement, elle remarqua qu'il bloquait instinctivement certaines frappes, pas proprement, mais visiblement. Elle décida alors de lui montrer plus de mouvement, faisant à nouveau tournoyer son bâton à un rythme beaucoup plus rapide et contrôlé. Il regarda attentivement, quelque chose dans ses mouvements attirant son attention, suscitant une idée. À ce moment précis, il lui demanda de montrer à nouveau cette attaque exacte. Elle accepta sans hésitation, mais ajouta qu'il ne pourrait de toute façon pas la bloquer. Reculant de quelques mètres, elle leva à nouveau son bâton. Elle commença à le faire tourner rapidement, le bâton fendant l'air avec un bruit constant, puis sauta soudainement, pointant son bâton vers le bas. Au lieu de le frapper, elle frappa le bâton dans le sol juste à côté de lui, créant un bruit sourd qui envoya un choc à travers ses jambes. La force derrière ce coup lui fit sourire nerveusement. Était-ce vraiment l'attaque qu'elle s'attendait à ce qu'il bloque? Malgré cette pensée, il décida d'essayer quand même, prenant une posture correcte, les pieds fermement plantés, serrant fermement son bâton. Gunyung lui lança un long regard qui demandait clairement, pense-t-il vraiment qu'il peut réussir? Elle ne protesta pas, acceptant son défi, et prit sa propre position de combat. Bâton tenu fermement, prêt à bouger. Elle sauta à nouveau, répétant la même attaque. Au moment où elle se lança, ses instincts entrèrent en jeu. Il leva son bâton, bloquant son coup juste à temps. L'impact le fit lutter, serrant les dents, mais il tint bon. Sans s'arrêter, il recula, rassembla ses forces, puis vint vers elle avec sa propre attaque, laissant échapper un fort cri de guerre en se balançant vers l'avant de toutes ses forces. Après avoir bloqué son coup, le garçon balança son bâton vers l'avant, et Gunyung vit rapidement qu'il ne réagissait pas aveuglément mais qu'il avait lu son ouverture et contre-attaquait,
ce qui l'a surpris pour un débutant. Elle bloqua rapidement son attaque avec son propre bâton, tenant ferme et s'attendant à plus. Mais après tous ses efforts, il resta juste là, n'attaquant plus. Cela la déconcerta, et elle lui demanda ce qu'il faisait, lui rappelant d'attaquer les ouvertures sans hésitation. Pourtant, le garçon répondit honnêtement qu'il n'avait jamais pensé à attaquer, expliquant qu'il ne pouvait pas frapper sans planification. Il sourit nonchalamment, et Gun-Jun comprit alors pourquoi on l'appelait un génie. Son esprit travaillait vite même si son corps n'avait pas encore complètement suivi. Ne voulant pas s'arrêter, le garçon prit une autre position, la regarda avec détermination et demanda à continuer, ce qu'elle accepta. Ils s'affrontèrent à nouveau, bâton contre bâton, les coups résonnant alors qu'ils se déplaçaient dans le cercle jusqu'au coucher du soleil, leur entraînement ne s'arrêtant qu'à la nuit. 2 ans plus tard, leur entraînement dépassait le simple maniement du bâton, et le jeune protagoniste affrontait maintenant Gun-Yoon en combat au corps à corps dans le cercle d'entraînement. Elle bougea avec des frappes nettes et rapides, et il se déplaça pour suivre son rythme, échangeant des coups. Gun-Yoon demanda s'il utilisait encore la mémorisation pour se défendre, et il répondit, souriant et restant immobile, que les arts martiaux étaient une bataille de tactique. Et comme les mouvements des bras et des jambes étaient limités, sa méthode prédisait et défendait bien. Même pendant qu'il parlait, elle attaqua, mais il esquiva en douceur, se faufilant devant ses coups de pied et de poing, et elle remarqua qu'il ne bougeait pas au hasard mais qu'il lisait chacun de ses pas et réagissait en temps réel. Cela la rendit plus sérieuse. Elle ajusta sa position, le mettant ouvertement au défi de bloquer son prochain mouvement, puis chargea à pleine vitesse avec un cri de guerre, levant sa jambe pour attaquer. Le visage du garçon changea, paraissant surpris pendant une seconde, mais Gun-Yoon ne se retint pas, donnant un coup de pied vers l'avant de toutes ses forces. À la dernière seconde, le garçon sauta rapidement en arrière, et son pied frappa le sol où il avait été, dispersant la poussière. Il atterrit à quelques pas en arrière, dérapant pour retrouver son équilibre. Gun-Yoon se redressa, souriant avec confiance, disant qu'il avait eu de la chance d'esquiver celui-là et doutait qu'il puisse le refaire. Elle chargea alors sans hésitation, balançant un coup de pied puissant qui l'obligea à bloquer. Leurs membres s'affrontèrent, et il recula légèrement mais tint bon, prenant une position basse prêt pour ses prochains coups rapides et puissants. Il bloqua le premier coup, puis le deuxième, ses bras bougeant rapidement, sa concentration inébranlable, puis quelque chose changea instantanément alors qu'une étrange énergie puissante apparut autour de lui, suffisamment puissante pour étourdir son adversaire. Gun-Yoon recula instinctivement, ne sachant pas ce qui se passait, mais sentant un mur invisible autour de lui. Elle regarda attentivement puis demanda directement ce qu'il faisait. Il dit simplement que c'était une défense utilisant des techniques apprises, ajoutant qu'en alternant entre les 2e, 4e et 9e formes, il pouvait construire une défense presque parfaite. En entendant cela, elle haussa les sourcils, et elle demanda comment il reliait si bien les 6e et 9e formes, ce à quoi il répondit sans hésitation qu'il utilisait le flux de chi. Il lui dit de regarder attentivement, puis rapprocha ses mains, rassemblant une douce lumière entre ses paumes, la formant lentement en une boule d'énergie chi. Elle regarda en silence. Il étira ensuite et façonna le chi en une longue et fine ficelle, la déplaçant avec précaution dans l'air, démontrant comment il pouvait contrôler son flux avec précision. Alors que l'énergie s'accumulait, une soudaine explosion de lumière vive clignota autour de lui, faisant sursauter Gun-Yoon et se protéger les yeux, surprise par la luminosité. Lorsque la lumière s'estompa, le garçon se tenait calmement, ajoutant que l'incorporation de la technique Tai Ukui était une grande partie de cette défense. Après avoir expliqué sa défense, le jeune garçon réfléchit plus profondément à ce sujet, restant tranquillement au milieu de faibles traces de QI, réfléchissant à la technique qu'il venait de montrer. Il se demanda si les méthodes Taïul étaient suffisamment flexibles pour lui car ses mouvements devaient rester fluides et connectés pour que la technique fonctionne. Même un seul mouvement brisé pouvait faire échouer toute la forme. Pendant qu'il exprimait ses pensées à voix haute, Gun-Yoon se contenta de fixer, surprise, ayant du mal à croire qu'il n'avait que 9 ans. Il parlait de principes martiaux compliqués comme du bon sens, décomposant les choses si calmement qu'il semblait s'être entraîné pendant des décennies, pas des années. Finalement, elle fit un léger sourire suffisant, un regard taquin sur son visage alors qu'elle lui disait qu'il avait beaucoup appris en se faisant tabasser pendant l'entraînement, ses mots sonnant comme une blague, mais voulant aussi être reconnu pour sa croissance. Notre garçon génie n'eut pas l'occasion de discuter. Avant qu'il ne puisse parler, elle chargea soudainement sans prévenir, annonçant qu'elle attaquerait avec une forme améliorée. Mais au lieu d'avoir l'air inquiet, le garçon répondit simplement que tous les schémas d'attaque lui semblaient similaires de toute façon. Alors qu'elle approchait, il se prépara et bloqua le premier mouvement comme prévu, mais elle changea ensuite sa cible en plein mouvement, frappant brusquement son côté. L'impact le fit sursauter et grogner de douleur. Il attrapa son côté, se penchant, pensant à la façon dont elle avait soudainement changé son point d'attaque, le prenant au dépourvu. Avant qu'il ne puisse traiter cela, elle bougea à nouveau à pleine vitesse, sautant dans les airs, descendant tout droit avec un fort coup de pied au-dessus de la tête. Voyant cela, il se redressa rapidement, sourit et prit une position défensive,
murmurant qu'un tel coup de pied serait facile à bloquer. Alors qu'elle descendait, son pied rencontra parfaitement sa défense. Il bloqua solidement le coup de pied, utilisant même son bouclier de chi. Pendant un bref instant, il pensa qu'il avait géré cela, mais alors que l'impact se stabilisait, il sentit une piqûre à travers sa garde, pas assez pour le faire reculer, mais assez pour réaliser que quelque chose n'allait pas. Son bouclier n'avait pas complètement absorbé la force cette fois-ci. Il la regarda, perplexe, se demandant comment elle avait pu percer sa défense. Sans attendre qu'il repose la question, elle expliqua avec enthousiasme qu'elle avait utilisé une technique appelée le Jigong. Comme son style de combat reposait sur la mémorisation de schémas, elle pouvait facilement percer en adoptant un mouvement irrégulier et imprévisible. Elle lui adressa ensuite un sourire enjoué, presque moqueur, ajoutant que cela signifiait qu'il ne pouvait pas tout bloquer par la seule mémorisation. En entendant cela, le jeune garçon laissa échapper un léger soupir, non pas de frustration, mais de prise de conscience. Il comprit son point de vue, même si cela l'agaçait légèrement. Voyant sa réaction, Gunjun s'adoucit, lui disant de ne pas être trop déçu, car il n'avait que 9 ans alors qu'elle en avait 19, une différence claire d'expérience et de force. Elle lui adressa un sourire chaleureux pour l'encourager, et il lui rendit le geste par un petit sourire. Se détournant légèrement, il dit qu'il ne s'attendait pas à ce résultat, mais ajouta rapidement qu'elle devait juste attendre car il allait trouver une solution, mentionnant qu'il se rendrait à la bibliothèque pour y réfléchir. Puis, sans attendre sa réponse, il se retourna et s'enfuit dans cette direction. Elle lui cria d'arrêter, criant après lui pendant qu'il courait, mais il n'écouta pas, sa petite silhouette disparaissant rapidement sur le chemin. Gun-Yoon resta immobile un instant, sans voix. Puis elle laissa échapper un soupir silencieux, repensant à la technique du Jigong. Même s'il ne l'avait pas battu, il avait réussi à bloquer au moins une partie de son attaque, et ce niveau de réaction et d'adaptabilité n'était pas normal pour quelqu'un de son âge. Le voir s'enfuir, déterminé à étudier davantage, ne faisait que confirmer ce qu'elle soupçonnait déjà. Peut-être était-il vraiment un génie après tout. Dans la bibliothèque sombre et silencieuse, une seule bougie éclairait le garçon assis en tailleur, la tête enfouie dans un livre, entouré de livres ouverts, empilés et éparpillés, montrant qu'il travaillait depuis longtemps. Il prit un livre voisin sur les bases de la technique Jigong, feuilletant les pages jusqu'à ce qu'il trouve les 7 règles du succès. Après un moment, il claqua soudainement le livre avec un juron sonore. Clairement frustré, il laissa tomber le livre, s'allongea sur le dos sur le sol froid et murmura au plafond sombre que cela faisait un an entier, soulignant le long temps écoulé. Son esprit revint à un souvenir. Dans le cercle d'entraînement, sa Saju se déplaçait rapidement, brouillant autour de lui, ses pieds touchant à peine le sol. Elle attaqua ensuite avec une vitesse incroyable depuis un angle inattendu. Il pensait que sa garde était haute, mais elle se faufila, le frappant proprement et le choquant. Elle ne s'arrêta pas, attaquant à nouveau immédiatement, qu'il esquiva, puis bloqua une autre frappe et évita de justesse une quatrième qui suivit rapidement. Avec un sourire ironique, elle sauta légèrement et envoya un coup de pied puissant à sa poitrine, le touchant et le faisant tomber à la renverse, envoyant son petit corps rouler à l'extérieur du cercle d'entraînement. Le match se termina là, et elle le renvoya pour la journée. Allongé sur le sol, se relevant difficilement, il l'entendit dire qu'il était devenu plus fort, mais l'avertit que son niveau actuel ne le défendrait toujours pas contre un vrai maître des poings Jagon, un souvenir qui lui resta gravé. De retour dans la bibliothèque, toujours allongé sur le sol, fixant le plafond, il revit cette scène, se demandant avec déception si c'était sa limite, si ses progrès étaient terminés. La bougie à côté de lui était presque éteinte, et il murmura qu'elle allait bientôt mourir, se demandant s'il ne devait pas simplement abandonner et dormir. Comme par magie, la flamme s'affaiblit, devenant plus petite et plus sombre jusqu'à disparaître, plongeant la pièce dans l'obscurité. Dans ce moment de calme, quelque chose fit tilt. Il rassembla son contrôle du chi, sa technique Teul et son flux d'énergie, réalisant que s'il libérait le chi intérieur vers l'extérieur, il s'écoulerait dans un flux connecté. Alors que cette pensée s'éclaircissait, une faible lueur verte se forma autour de lui, se propageant uniformément, une couche mince mais claire si tangible qu'elle repoussait la fumée de la bougie. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Restant immobile, il réalisa que le vrai sens de Teul n'était pas seulement de respirer ou de bouger le chi, mais de le connecter pleinement, de faire quelque chose de stable et d'entier. Le lendemain, il rencontra sa Saju dans leur zone d'entraînement habituelle, lui disant avec confiance qu'il comprenait enfin la technique Jigong. Elle le fixa, surprise par son ton sérieux alors qu'il était encore un enfant, pas encore 10 ans, ce qui rendait de tels mots difficiles à prendre au sérieux, mais il ne vacilla pas, restant très sûr de lui. Voulant voir, elle leva les poings et prit sa position, disant qu'elle allait le tester, et il accepta sans hésitation, prêt à montrer ce qu'il avait découvert. Alors que le combat commençait, le garçon prit calmement position et démontra, la même énergie verte l'entourant à nouveau lentement, se propageant uniformément dans une couche de chi claire et solide, cette fois brillante et parfaitement contrôlée. La jeune fille écarquilla les yeux, surprise, s'exclamant que ce qu'il faisait n'était pas une technique Jagon,
mais il répondit calmement qu'il considérait cela comme le résultat de la connexion des techniques Taiyulcui avec tout ce qu'il avait appris. Toujours surprise et émerveillée, elle lui demanda comment il faisait cela. Tenant sa position, le garçon lui dit honnêtement qu'il était difficile d'expliquer avec des mots, mais que si elle voulait vraiment savoir, il essaierait après leur match. En entendant cela, la jeune fille changea immédiatement de position et se lança à l'action, chargeant sans hésitation, disant qu'elle verrait par elle-même si cela comptait comme une technique Jigong, réduisant rapidement la distance avec des pas précis. Alors qu'elle balançait son poing pour le premier coup en s'attendant à un contact, sa main toucha à la place l'énergie verte, qui la maintint en place avant de la faire rebondir comme un mur de recul. Ne voulant pas accepter cela, elle frappa à plusieurs reprises le bouclier, ses cris de guerre féroces résonnant. Mais peu importe la force avec laquelle elle frappait, le bouclier ne se briserait pas et ne se fissurerait même pas, bloquant tout. Pendant qu'elle attaquait, le vieil homme du début, qui avait porté le bébé à travers les portes du clan, observait tranquillement avec des yeux perçants depuis une haute branche d'arbre. Alors qu'il regardait le bouclier de fromage du garçon résister à chaque coup, un petit sourire se forma, pensant que c'était un jour important pour le clan, pas ordinaire, et quelque chose avec lequel même les adultes auraient du mal. Il continua d'observer, pensant fièrement que son disciple, Shung-jin, le maître du garçon, avait élevé un excellent disciple. De retour dans le cercle, la jeune fille continua de frapper, mais le garçon resta calme à l'intérieur de son bouclier, bloquant facilement tout sans la moindre ouverture, ce qui la frustra davantage. Se soulevant du sol, elle changea d'approche, ramenant sa jambe en arrière et lançant un coup de pied puissant sur le bouclier avec plus de force, souriant brièvement, s'attendant à voir une fissure ou une réaction, mais rien ne se passa. Le bouclier absorba complètement le coup, et le garçon resta là avec un petit sourire ironique, entièrement protégé par l'énergie verte. Puis il concentra son chi et le poussa vers l'extérieur, l'énergie verte déferlant comme une vague, frappant la jeune fille et la repoussant loin en arrière, la faisant planter ses talons et déraper jusqu'à l'arrêt, essayant de ne pas tomber. Lorsqu'elle reprit pied, elle admit intérieurement que sa contre-attaque n'était pas mauvaise, ressentant du respect, mais ne voulant pas le montrer ouvertement. Elle le regarda de près, soupira et réalisa que pour gagner, elle devait améliorer son jeu. Puis, de façon inattendue, elle planta son pied, et une énorme explosion d'énergie féroce jaillit d'elle, émiettant le sol sous elle et repoussant la poussière et la pierre. Elle serra les poings, contractant son corps, résolue à ce que si les techniques régulières échouaient, elle déchirerait son bouclier avec une force brute. Son esprit étant fait, elle chargea comme un animal sauvage, rapide, brutal et agressif, la force derrière ses pas étant claire. Elle vint à lui avec la férocité d'un tigre, les yeux fixés sur la cible, pleinement déterminée à percer sa défense apparemment parfaite cette fois. Le combat entre eux s'échauffa rapidement alors qu'elle se précipitait sur lui, mettant toute sa force dans un seul coup de poing. Son poing claqua contre son bouclier d'énergie verte avec un impact lourd, une petite entaille de pression le traversant, et remarquant qu'elle avait un peu percé, un petit sourire apparut, prouvant des progrès car son coup de poing ne rebondit pas. Les deux ne s'arrêtèrent pas. Son poing continua de percer, et son bouclier continua d'encaisser le coup, résistant bien, transformant cela en un test de résilience. Au loin, le vieil homme observait depuis une branche d'arbre, ses yeux se rétrécissant alors qu'il observait le garçon tenir bon, se demandant si ce qu'il voyait était vraiment la technique Tai-Ulchi. Au sol, le combat continua. Le garçon avait un sourire narquois, ayant clairement un plan. Avec un cri fort, il canalisa l'énergie verte directement dans le bouclier, une forte impulsion jaillissant et repoussant la jeune fille de plusieurs pas, la faisant perdre l'équilibre pendant une seconde, et il revendiqua immédiatement la victoire car sa défense fonctionnait parfaitement. Elle trébucha, mais avant qu'elle ne se rétablisse complètement, le garçon chargea, pied en avant, la frappant en plein poitrine, l'envoyant voler en arrière. Contrairement à avant, cette fois il ne fit pas que se défendre. Il contre-attaqua. Elle atterrit à une certaine distance, frappant violemment le sol, et sans attendre qu'elle se rétablisse, notre jeune génie lui dit calmement ce qu'elle ressentait n'était pas la technique Jigong habituelle. Elle se releva, confuse mais déterminée, lui demandant à nouveau comment il avait fait cela. Époussetant la poussière, il expliqua clairement qu'il utilisait une variation, sa propre forme de la technique. La scène se déplaça vers un chemin forestier tranquille où le protagoniste marchait avec son maître, Shung-jin, l'ambiance étant calme mais sérieuse. Il demanda à son maître pourquoi le chef de clan les avait soudainement appelés, et Shung-jin admit qu'il n'en était pas sûr mais soupçonnait qu'il s'agissait du garçon dont la réputation s'était répandue dans tout le clan principal après ses exploits récents. Gun Shung fut surpris, ne pensant pas que les gens parlaient autant de lui, et demanda si c'était vrai, pensant probablement que son maître exagérait. Bientôt, ils atteignirent le complexe, et un garde sortit rapidement, saluant Shongjin et reconnaissant Gun Shang, les conduisant à la salle principale. Ils se tinrent devant la porte du chef de clan, et une voix de l'intérieur leur dit d'entrer. Le chef de clan, un vieil homme à la longue barbe, les accueillit chaleureusement. Bien qu'il ait vu Gun Shung plusieurs fois, c'était leur première vraie conversation. Gun Shung salua le vieil homme en s'inclinant légèrement,
l'appelant chef de clan et se présentant comme son disciple. Le chef de clan voulait parler au garçon seul, alors il demanda à Shingen de partir. Gunshang fut pris au dépourvu, mais son maître accepta rapidement, sortant sans protester. Seul, le chef de clan alla droit au but, disant qu'il savait que le garçon se demandait pourquoi il était appelé, et Gunshung confirma rapidement sa curiosité avec politesse. Le vieux chef de clan fut impressionné par le comportement de Gunshung, le trouvant calme, concentré et mature pour son âge, réputé pour son génie, mais poli et bien élevé. Il ajouta ensuite que s'il l'avait appelé pour parler de ses réalisations, ce n'était pas la seule raison. Premièrement, il y avait une question importante. Selon vous, quelle est la signification de Teewel? Le garçon regarda ses mains un instant puis expliqua calmement que Teewel signifiait une grande connexion, quelque chose d'invisible mais toujours présent. Alors qu'il bougeait lentement ses mains, une énergie verte tourbillonnait autour d'elle, et il dit que c'était une connexion le reliant directement au monde lui-même. L'énergie continuait de circuler, et pendant qu'il jouait avec, il expliqua à quel point c'était comme un flux continu, qui ne s'arrête jamais, le traversant et l'entourant. Le vieux chef de clan écouta attentivement, confus mais curieux, demandant finalement ce qu'il entendait par connecter au monde. Le garçon répondit honnêtement que lorsqu'il libérait son chi, il avait parfois l'impression de fusionner avec tout ce qui l'entourait, comme si la frontière entre lui et le QI était floue et que le monde disparaissait, devenant partie intégrante de quelque chose de beaucoup plus grand, partie intégrante du monde dans son ensemble. En entendant cela, le vieil homme fut stupéfait, ne s'attendant pas à ce qu'une explication aussi simple véhicule quelque chose d'aussi profond, pensant qu'il était incroyable qu'un garçon aussi jeune puisse décrire quelque chose que même les artistes martiaux expérimentés ne parvenaient pas à comprendre pleinement. Bientôt, les pensées du vieil homme dérivèrent, réfléchissant sur l'univers, se disant qu'il était vaste et éternel, embrassant toute chose avec tout coulant comme un seul, et ce que le garçon venait de dire s'alignait presque parfaitement avec cela. Dans son esprit, il réalisa que cela pourrait être la grande vérité qu'il avait recherchée. Plus tard dans la nuit, sous un ciel clair éclairé par la lune, le vieil homme était assis les jambes croisées en méditation, les yeux fermés, laissant ses pensées se calmer, le vent immobile et tout calme alors qu'une douce énergie brillante rayonnait de son corps. Un autre homme âgé, encore plus vieux, apparut, s'approchant lentement et félicitant le chef de clan, disant que l'enfant semblait précieux. Le chef de clan leva les yeux, le saluant respectueusement comme son saillant, leur lien évident montrant un profond respect. Le chef de clan exhorta son saillant à écouter les paroles de l'enfant, mais saillant écarta cela d'un geste de la main, disant qu'entendre quelques mots ne changerait rien pour quelqu'un de son âge, étant têtu mais ferme. Les deux hommes regardèrent ensuite le garçon, à quelques pas de là, dormant profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement, inconscient de tout. Le chef de clan fut surpris lorsque Saillant tendit la main vers le garçon, disant calmement qu'il prévoyait de laisser son testament final à cet enfant endormi. Un instant plus tard, une énergie bleue jaillit de sa main, brillante et forte, éclairant tout l'endroit comme un éclair, la lueur se propageant loin, surprenant les animaux de la forêt voisine. Le chef de clan essaya de l'arrêter, mais son sayoum ne permit aucune interférence, expliquant qu'il avait déjà scellé son QI à l'intérieur du garçon, et le seau l'empêcherait de le submerger pour le moment. Le sayoum s'abaissa au sol, s'agenouillant, disant que lorsque le moment serait venu, le seau se briserait, et alors le chef de clan devrait guider correctement Gunshang et ne pas l'oublier. Il appela le garçon l'avenir du clan Zonyam et lui confia tout. Puis l'homme plus âgé ferma les yeux, sa force diminuant, sa respiration ralentissant, disant qu'il avait besoin de se reposer maintenant. Le chef de clan tomba à genoux à côté de lui, appelant son sayoum avec angoisse, mais la décision était prise. Le temps passa vite. Un jour lumineux arriva, et des enfants s'entraînant au combat remplissaient l'air, leurs petits cris résonnant alors qu'ils s'affrontaient sur le terrain d'entraînement, certains avec des armes en bois, d'autres bloquant maladroitement, désordonnés, mais comment ils deviendraient plus forts? Regardant d'en haut, Gunshung observait tranquillement, puis plia les genoux et sauta en avant, atterrissant parmi les enfants qui s'entraînaient au combat, son apparition soudaine choquant quelques petits enfants, interrompant leur combat ludique. Il se redressa, se tenant droit, déterminé, plus âgé maintenant à 16 ans. Il déclara qu'il était prêt à entrer pleinement dans le monde des arts martiaux, son voyage ne faisant que commencer, ce moment marquant le début de quelque chose d'excitant. Le temps passa vite alors que les saisons changeaient, amenant le printemps. Sur un bâtiment du clan, notre garçon se tenait seul, profitant de l'air frais, du soleil brillant et des arbres en fleurs. Il déplaça son regard vers les terrains d'entraînement en contrebas où de plus jeunes enfants s'entraînaient au combat puis sauta du bâtiment, atterrissant rapidement parmi eux. Pendant qu'il s'entraînait, il décida de pratiquer ses propres techniques, levant les mains et les rapprochant, formant un cercle. Une énergie bleue se rassembla entre ses paumes, tourbillonnant lentement en une forme dense et brillante, qu'il façonna en une longue lame acérée, une épée faite d'énergie qui planait faiblement. Il répéta cela jusqu'à ce que plusieurs lames identiques flottent en ligne puis les fit tourner rapidement autour de lui, créant une garde de lames, une barrière rotative de lames. Les pétales de fleurs à proximité touchant les lames se tranchèrent instantanément,
un spectacle impressionnant pour les enfants qui cessèrent de s'entraîner au combat pour regarder, leurs yeux s'illuminant alors qu'ils acclamaient bruyamment, l'appelant incroyable. Il sourit, les encourageant à ce qu'avec un entraînement sérieux, ils pourraient eux aussi atteindre son niveau, les inspirant clairement. Mais le moment ne dura pas. Un messager du clan l'appela, le convoquant au émujon. Le garçon arrêta immédiatement l'entraînement, comprenant, et alors qu'il suivait, il se demanda pourquoi il était appelé, ne trouvant rien de mal qu'il aurait pu faire. Arrivant au émuson, il entra à l'intérieur, annonçant sa convocation, et s'inclinant. L'homme derrière le bureau leva les yeux, lui dit de s'approcher, puis déclara qu'une urgence était survenue, et que personne d'autre n'était disponible. Notre protagoniste demanda quelle était la situation, et l'homme expliqua qu'il avait informé le maître du garçon, ce qui signifiait qu'il pouvait partir. Insatisfait, il demanda où il allait. L'homme lui dit alors d'éliminer les bandits de montagne, lui souhaitant bonne chance. Le visage du garçon se crispa légèrement, pas content de la tâche, mais comprit que c'était dans l'ordre, alors il accepta. Peu de temps après, il voyagea seul à travers des sentiers de montagne tranquilles, ses pensées sur la mission. Il s'arrêta, se sentit affamé, et décida d'accélérer. Il s'accroupit, puis sauta en bas du flanc de la montagne, se déplaçant rapidement, descendant en un rien de temps. Atteignant le fond, il entra dans une ville chinoise animée, des rues bondées de gens, des boutiques ouvertes, des marchands, et des pieds traînants. Un doux arôme provenant d'un étal de nourriture attira son attention, lui rappelant la civilisation après si longtemps passée à se concentrer sur l'entraînement. Il se recentra, se rappelant qu'il avait besoin de trouver la taverne Théul et décida de demander son chemin. Il aperçut un homme, s'avança et l'arrêta. L'homme se tourna, réalisant instantanément qu'il était un artiste martial, demandant confirmation, et notre garçon répondit rapidement, semblant surpris et nerveux. L'excitation de l'homme s'estompa alors, remplacée par une voix nerveuse et tremblante, mais il répondit quand même respectueusement. Notre garçon demanda alors s'il connaissait la taverne Théul, et l'homme hocha rapidement la tête, affirmant sa popularité. Il s'accroupit et dessina une petite carte dans la terre, montrant soigneusement la direction. Le garçon suivit des yeux, mémorisant l'itinéraire. Voulant bouger, notre protagoniste fit une révérence polie et remercia l'homme, qui rendit rapidement le geste, montrant alors le respect pour les artistes martiaux. Alors que le garçon s'éloignait, un léger sourire apparut. Il remarqua le respect des gens pour les artistes martiaux, ce qui le fit marcher avec plus d'assurance, un pas plus léger, et une direction plus claire vers la taverne. Après une courte marche, il atteignit sa destination, la taverne Théul. Il entra à l'intérieur, se présentant comme un disciple de 3e génération venu rencontrer ses saillants. À l'intérieur, 3 hommes attendaient. Jin Juxan, grand avec des cheveux clairs, calme et confiant. Wang Liyan, plus petit avec des cheveux bruns et des yeux perçants, et Hong Juk, un homme aux cheveux longs. Tous les 3 le saluèrent. Wang Liyan regarda de près, commentant avec surprise à quel point le garçon était jeune, puis se présenta, ajoutant qu'il était également appelé la lame de la rafale bleue. Jin Juxan s'avança alors, disant au garçon qu'il avait beaucoup entendu parler du jeune prodige du clan principal, ce qui fit que notre garçon se sentit mal à l'aise et rit nerveusement. Jin expliqua ensuite qu'il se dirigeait vers Sukshin pour rencontrer les gardes thaïlandais et planifier la manière de traiter avec les bandits, ses mots étant fermes et sérieux. L'expression du protagoniste devint sérieuse, demandant s'il y avait déjà des informations solides sur les bandits, et Jin Juxan répondit qu'il discuterait de tout en chemin. Sans perdre un instant de plus, Jin se tourna vers la porte et commença à marcher, disant à tout le monde de suivre. Les 2 autres saillants suivirent, et le garçon aussi. Plus tard, ils montèrent à cheval sur la route en une petite formation et s'arrêtèrent bientôt devant un petit bâtiment. Un homme appela, disant qu'il venait du continent et demandant Yinso. De l'intérieur, un petit homme cria qu'il était Yinso. Le groupe a démonté. Les 3 hommes se sont présentés, puis ont présenté le garçon comme étant Gun Chung, un disciple de 3e génération du clan Men. Le garçon s'est avancé, a salué Yinso respectueusement, l'appelant Sayung. Yinso, surpris et curieux, était interloqué que le garçon soit du clan principal. Un instant plus tard, Yinso s'inclina, reconnaissant le statut du garçon, pensant intérieurement que c'était le fameux Gun Chung, sa réputation étant clairement très répandue. Yinso a ensuite demandé du temps pour préparer leur chambre, mais sa curiosité l'a poussé à demander ce qui les avait amenés là. Ses soupçons ont été confirmés lorsque Jin a brièvement expliqué la situation. Peu de temps après, la nuit est tombée. Le groupe s'est réuni à l'intérieur autour d'une table éclairée par une petite bougie. Yinso s'est assis, rapportant ce qu'il avait appris des sans-abri. Ce qui s'était passé n'était pas un travail de bandit ordinaire. Cette déclaration a fait faire une pause à tout le monde. Jin fronça les sourcils en demandant, si ce ne sont pas des bandits, alors qui est-ce? Le visage de Yinso s'est assombri alors qu'il répondait fermement que c'était le culte noir. En entendant ces 2 mots, notre protagoniste s'est figé, choqué. Un culte noir? L'idée seule le mettait mal à l'aise. Les bandits étaient une chose, mais un culte noir était dangereux et imprévisible. Ce n'était plus une simple tâche.
Les choses étaient bien plus graves qu'il ne s'y attendait. Après avoir appris que c'était l'œuvre du culte noir, notre protagoniste a semblé alarmé alors que la conversation se poursuivait. Jin Sayung, l'homme aux cheveux clairs, a fait remarquer la gravité de la situation, se demandant s'il pouvait y faire face. En entendant cela, notre protagoniste s'est demandé si le culte noir était vraiment si fort, ce qui a fait que tout le monde s'est tourné vers lui, apparemment stupéfait par sa question. Wang Sayung, l'homme aux cheveux bruns, a demandé comment il ne savait rien du culte noir, les qualifiant de summum des arts martiaux. Il a poursuivi, expliquant que, bien qu'il ne veuille pas insulter le clan principal, son chef ne pouvait pas faire partie des 16 meilleurs maîtres d'arts martiaux, mais le culte noir comptait 2 membres dans ce groupe d'élite. Ce fait pesait lourd sur tout le monde, affichant maintenant des regards inquiets, tandis que le protagoniste était profondément surpris. L'homme aux cheveux bruns a continué à parler, nommant les 2 membres du culte noir, le maître des ténèbres Shin Ama et le roi de San Saokchung. Il a ensuite raconté une histoire pour illustrer leur force. Il y a quelques décennies, lors d'une bagarre générale, l'un des 16 membres du culte noir a traversé seul un champ de 10 000 soldats mongols, a réussi à trancher le cou de leur seigneur et est revenu vivant. Pour ajouter à l'histoire, l'homme aux cheveux clairs a pris la parole, déclarant que cet homme était appelé le vice-roi des ténèbres de la mort. L'homme aux cheveux bruns a continué, affirmant que les 16 membres étaient comme ça, demandant comment quiconque pourrait rivaliser, ajoutant qu'aucune autre faction, même les clans bien connus, n'avait beaucoup de membres dans le top 16. Pour finir, il a demandé à notre protagoniste s'il comprenait maintenant la gravité de la situation, mais notre garçon était sans voix. Jin So-young a ensuite parlé, disant qu'il recueillerait des informations demain pour voir s'il pouvait gérer cela seul. Se levant, il a dit à tous les autres de se reposer pour la nuit, et ils ont accepté. Le lendemain, dans une forêt de bambous, 3 silhouettes encapuchonnées discutaient de leur situation. L'un a demandé des ordres, et un autre l'a informé qu'on leur avait dit de battre en retraite parce que leurs ennemis étaient maintenant en état d'alerte élevée. L'homme encapuchonné aux yeux verts a demandé qui le clan Zonyam avait envoyé, et l'homme encapuchonné aux cheveux gris a répondu qu'ils avaient envoyé le disciple de 3e génération Gun Shung et les 3 épées de Yan Shung, faisant référence à notre protagoniste et à ses 3 Sayung. En entendant cela, le 3e homme encapuchonné a demandé s'il ne pouvait pas les gérer seul. L'homme aux cheveux gris lui a rappelé qu'on leur avait demandé de ne faire aucune erreur, ce qui a amené le 3e homme encapuchonné à dire que ces mots étaient plus des conseils qu'un ordre, leur donnant le dernier mot. Ne laissant aucune place à d'autres discussions, l'homme encapuchonné aux yeux verts et aux cheveux verts a mis fin à la dispute, déclarant qu'ils élimineraient leurs ennemis et reviendraient ensuite au lieu de battre en retraite. L'homme aux cheveux verts a ajouté que puisque l'ennemi était déjà au courant d'eux, il n'y avait aucun mal à les éliminer. Le 3e homme a alors demandé qui était leur cible principale, et il a répondu que c'était Gun Shung. Les autres ont accepté, et bientôt les 3 ont rempli l'air de chances d'intention meurtrière. De retour dans le bâtiment de Yinso, notre protagoniste luttait contre sa situation, se cachant craintivement dans son lit sous des couvertures. Frustré, il a bondi en criant, puis a soupiré, se demandant pourquoi sa toute première affectation était comme ça, chargé de combattre les gars les plus forts lors de sa première mission. Quelle poisse. Mais presque immédiatement, il a haussé les épaules, déclarant que le travail restait du travail. À l'extérieur de sa chambre, il a entendu une salutation et a deviné que Jin Se-young devait être de retour. Il est sorti, a confirmé ses soupçons et a vu que le Sayung aux cheveux clairs était de retour et appelait déjà tout le monde pour une réunion. Réunis autour de la table, Hong Sayung, celui aux cheveux longs, a demandé si leur cible était déjà partie, et Jin Se-young a répondu qu'il semblait que oui, car les ennemis avaient apparemment fui en raison des actions inattendues de leur groupe, ce qui a déconcerté les 3 autres hommes. Wang Sayung, l'homme aux cheveux bruns, a ensuite demandé où se trouvait l'objet cible, et Jin Se-young a répondu qu'il avait trouvé son emplacement, et que leur travail consistait à le récupérer. Wang a alors demandé comment, et Jin a répondu que, puisque l'objet semblait avoir été vendu, ils avaient simplement besoin de le racheter. Avec un regard curieux, Wang a demandé où il se trouvait, et Jin a dit Xian. En entendant cela, Wang s'est demandé à voix haute comment l'ennemi avait fait pour aller aussi loin et le vendre si tôt. Jin a attribué cela aux capacités du culte noir. Heureusement, la plupart d'entre eux étaient déjà partis, ce qui rendait la zone un peu plus sûre pour le moment. Alors que Wang exprimait sa frustration, se demandant ce que le culte noir avait gagné de cela, Jin pensait déjà à leur prochaine action, se levant et déclarant qu'ils devaient partir maintenant. Et s'ils envoyaient un message au continent, ceux qui s'y trouvaient sauraient quoi faire. Les autres ont accepté, se levant également. Mais avant que notre jeune génie ne puisse partir, Wang l'a appelé, lui demandant s'il aimerait aller boire un verre, à sa grande surprise. Cette question a rappelé à notre protagoniste sa vie passée, se souvenant de la façon dont il avait l'habitude de boire tout le temps, mais ce serait sa première dans cette vie. Peu de temps après, ils buvaient ensemble. Mais comme notre protagoniste ne buvait pas beaucoup, Wang a demandé pourquoi, et le garçon a répondu que c'était sa première fois qu'il essayait de se modérer. Wang a accepté, déclarant que la grande taille du garçon impliquait une tolérance plus élevée qu'il n'en avait en réalité.
Notre garçon a alors déclaré qu'il ne ferait pas quelque chose d'aussi imprudent que de se saouler lors d'une mission. Mais voyant Wang faire déjà cela, il a noté l'audace du commentaire. En entendant cela, notre protagoniste s'est alors vanté que le clan principal était déjà au courant de son audace. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Wang est tombé face la première sur la table, renversant sa boisson, vraiment ivre-mort, et s'est évanoui. Notre protagoniste a été très choqué par ce revirement de situation. Pendant ce temps, à l'extérieur, l'un des hommes encapuchonnés d'avant se cachait avec un sourire sinistre. Les choses allaient devenir très difficiles pour notre jeune génie. Peu de temps après leur séance de boisson, notre protagoniste portait son Suyung Wang ivre sur son dos, soupirant lourdement qu'il ne pouvait pas simplement l'y laisser. Immédiatement après cela, il a remarqué quelque chose à proximité, et tandis que des hommes encapuchonnés mystérieux se déplaçaient furtivement sur le toit, notre garçon a pensé que quelque chose n'allait pas. Il a immédiatement regardé en bas, jurant en réalisant qu'il se tenait sur un cercle de restriction, mais s'est presque immédiatement calmé, déclarant qu'il était trop faible pour le retenir, se demandant si c'était juste pour le cacher de la vue. Dès qu'il a levé les yeux, il a vu l'un des hommes encapuchonnés se tenir juste devant lui demandant s'il était Gun Shung, le disciple de 3e génération du clan Zongnam. Notre protagoniste l'a regardé en souriant, lui demandant ce qui se passerait s'il disait oui, tandis que l'un des mystérieux hommes encapuchonnés aux cheveux verts apparaissant légèrement semblait prêt à attaquer, et bientôt 2 d'entre eux ont chargé droit sur lui, menaçant sa vie. Voyant cela, il a fait remarquer d'une voix tremblante que c'était sa première embuscade et, ne voulant pas le fardeau de porter un homme sur son dos pendant qu'il se battait, il a jeté Wang, le laissant atterrir directement sur le sol, disant à l'homme ivre de lui donner un peu de temps. Après cela, il a pris une pause de combat, préparant une contre-mesure contre les ennemis qui se précipitaient, et a rapidement activé son pouvoir, ce qui a fait que l'ennemi s'est demandé quel genre de pouvoir c'était, même en chargeant. Alors que l'ennemi taillait avec son épée, un bouclier d'énergie verte a protégé notre protagoniste de l'attaque. Et ne s'attendant pas à cela, l'ennemi a été assez stupéfait, repoussé par l'énergie, forcé de reculer et de s'arrêter en dérapant. L'homme au manteau vert sourit, disant que le protagoniste semblait plus préparé qu'il ne le pensait. Mais chargeant à nouveau avec son ami, il déclara que seule la mort attendait notre protagoniste. En les voyant charger, il se demanda s'il pouvait les affronter tous les deux en même temps. Mais mettant cette pensée de côté, il continua ses formations d'arts martiaux, probablement pour renforcer son bouclier. En l'atteignant, l'un des hommes frappa à nouveau, mais fut choqué lorsque le protagoniste saisit son épée et la brisa en la serrant d'une seule main. Après cela, notre protagoniste étendit ses mains en utilisant l'énergie qui en explosa comme une puissante attaque contre ses ennemis. Il prit alors un air menaçant, fixant les corps de ses ennemis gisant à plat sur le sol, apparemment inconscients. Laissant échapper un soupir de soulagement, notre protagoniste déclara que les hommes l'avaient sûrement surpris, puis se retourna et commença à s'éloigner, se demandant ce qui avait fait croire aux hommes qu'ils pouvaient le battre alors qu'ils avaient à peine résisté. Il retourna vers son Sakyang inconscient, et réalisant qu'il était toujours KO, il se demanda ce qu'il allait faire de lui. Mais à ce moment, il entendit immédiatement un cri derrière lui et se retourna pour voir l'un des hommes qu'il venait de combattre, l'homme aux cheveux verts, frappé par un shuriken jeté d'ailleurs, faisant réaliser à notre protagoniste qu'il y avait plus de ces hommes cachés. Perplexe, il se demanda s'il l'avait tué pour empêcher des informations de fuiter, affichant maintenant un air d'inquiétude, se demandant si c'était normal dans le vrai monde des arts martiaux, peut-être se faire tuer par des alliés. Le lendemain, lorsque le soleil était levé, un groupe s'est rassemblé là où l'incident s'était produit, tous regardant les cadavres. Notre protagoniste les informa que les hommes morts étaient des artistes martiaux, et quelqu'un d'autre déclara qu'il semblait avoir appris les arts sombres. Jin So-yoon regarda alors notre protagoniste, déclarant qu'il était étonnamment fiable, ce qui fit rougir notre garçon et feindre un peu d'humilité, disant que ce n'était rien. Mais Jin déclara immédiatement que notre garçon devait être prudent car il ne pouvait pas survivre ici en étant simplement fort, ce à quoi notre garçon répondit sérieusement, acquiesçant. Immédiatement, Jin se tourna vers Wang, le grondant légèrement, lui disant d'être plus prudent la prochaine fois et de contrôler sa consommation d'alcool car sa vie était en jeu pendant qu'il était inconscient, ce qui fit baisser les yeux à Wang, honteux, s'excusant pour ses actions. Presque comme pour sauver Wang d'une plus grande réprimande, Hong So-young attira l'attention de Jin, lui demandant de regarder quelque chose. Examinant attentivement la main d'un des hommes morts, il réalisa qu'il y avait des signes d'empoisonnement sur son doigt, et Jin réalisa distinctement que c'était le même poison que les membres du culte utilisaient pour se suicider, confirmant qu'il faisait définitivement partie du culte sombre. Réalisant la gravité de leur situation, il suggéra d'envoyer un message au clan principal, mais il réalisa alors autre chose. S'il envoyait un message à ce sujet, il devrait mettre le nom de Gun Shung comme leur répartiteur-tueur. Cela signifiait que Gun Shung serait en danger à partir de maintenant, et pour Jin Sayan, cela impliquait une raison pour laquelle le clan principal avait envoyé le garçon ici. Même avec ses pensées, il informa les autres d'envoyer un message, leur disant également qu'il avait informé la ville.
Quelques jours plus tard, les informateurs en ville n'ont pas réussi à localiser les derniers membres du culte sombre, mais le monde connaissait maintenant leur retour. Et au milieu de ces rumeurs, le nom de Gunshang était fréquemment évoqué. Pendant ce temps, le protagoniste principal se préparait à partir, et ils lui firent leurs adieux, disant que c'était amusant de l'avoir avec eux. Et notre garçon fit de même à ses saillants, disant qu'il avait beaucoup appris. En entendant cela, Jin plaisanta en disant qu'il n'était pas avec eux depuis longtemps et qu'il devrait juste essayer de ne pas les oublier. Et après que Hong Sayung lui ait souhaité bonne chance et que Wang ait espéré qu'ils se reverraient, notre protagoniste s'inclina légèrement devant ses Sayung, déclarant qu'ils se reverraient tous. Alors que notre garçon s'éloignait, Jin parla intérieurement, déclarant qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter après tout. Maintenant en route, notre garçon semblait déçu, le montrant sur son visage, se disant que le clan principal avait déjà récupéré l'objet, mais même alors, il n'avait pas localisé les membres du culte. Il réalisa que cela pourrait signifier qu'il devait retourner continuer son entraînement de pèlerinage, ayant espéré qu'il apprendrait des saillants pendant 1 mois ou 2 sur le monde. Mais maintenant, il partait si tôt, un fait qu'il n'aimait pas. Mais maintenant, comme s'il voulait changer son humeur, il s'arrêta brusquement, se demandant où il irait ensuite. Semblant avoir pensé à un endroit, il se demanda s'il devait y aller malgré le fait que ce soit assez loin. Plus tard, alors que la journée s'assombrissait, nous voyons notre protagoniste sortir d'une forêt de bambous, pensant que s'il allait juste un peu plus loin, il atteindrait la maison de la famille Moyan, l'une des familles les plus influentes. Alors qu'il époussetait les feuilles de bambou, il parla d'obtenir de la bonne nourriture et un endroit où séjourner à son arrivée. Mais immédiatement, il s'exclama, réalisant qu'il y avait encore plus de forêt devant lui. Il semblait qu'il s'était perdu. Après avoir réalisé qu'il était perdu, il vérifia ses provisions, fouillant dans son sac et énumérant ce qu'il avait apporté, du riz, une marmite, des citrouilles séchées. Mais les yeux écarquillés, il s'exclama qu'il avait oublié le silex et la pierre, les choses les plus importantes. Il se souvint alors d'être un grand fan de Bear Grylls dans sa vie passée, décidant qu'il était temps d'utiliser ses compétences. Alors il tenta d'allumer un feu, frottant vigoureusement une brindille contre une planche, créant de la fumée, mais rien ne se passa. Réalisant que la brindille s'usait, il s'arrêta, se lamentant que Monsieur Grill ait fait en sorte que cela ait l'air facile et que tout ce qu'il avait appris était inutile. Soupirant, il fixa la planche, se demandant s'il pouvait utiliser son chi intérieur d'une manière ou d'une autre. Reprenant la brindille et la tordant, il pensa que le principe de base était de créer une friction en faisant tourner le bâton pour former du feu, supposant que l'ajout de QI pendant la rotation renforcerait la chaleur. Et en disant cela, il commença à le pratiquer, libérant du QI de ses mains vers le bâton. Il fit alors en sorte qu'un fil de QI violet s'enroule autour du bâton, le faisant tourner encore plus vite, créant beaucoup de friction. Et il se demanda si l'application de chi d'un seul côté créait autant de friction. Que se passerait-il avec les deux côtés en même temps? Le mettant déjà en pratique, broyant la planche de bois devant lui avec vigueur. Bientôt, il réalisa qu'elle s'était transformée en énergie QI en spirale, le laissant émerveillé alors qu'elle tourbillonnait. Et en la regardant, il comprit que s'il continuait ainsi, il n'aurait plus besoin du bâton du tout. Ramassant une poignée d'herbe, il utilisa la technique pour former du feu, et presque immédiatement, une énorme flamme brûlante, comme il le voulait, était juste devant lui. Alors qu'il commençait à préparer sa nourriture fraîchement préparée, il nota que bien que ce ne soit pas l'utilisation appropriée de ces techniques, au moins maintenant, il avait appris à allumer un feu sans silex ni pierre, ce qui lui permettait de s'asseoir et de profiter de la cuisson de son repas dans cette nature sauvage. 10 jours plus tard, il marchait fatigué dans un champ herbeux, se demandant s'il était plus près de la ville vers laquelle il se dirigeait, ayant l'air hagard, s'exclamant qu'il avait faim et qu'il était fatigué. Regardant la grande et vaste zone, il remarqua la taille de la Chine, et juste à ce moment-là, ses yeux s'écarquillèrent, réalisant qu'un gros lapin se nourrissait dans l'herbe juste devant lui. Lorsque la créature remarqua qu'il la fixait, elle se tourna pour le faire face, et notre garçon imaginait déjà la créature cuisinée et prête à être mangée. La créature commença alors à s'enfuir alors qu'il courait après elle, disant qu'il l'attraperait avec sa technique de légèreté. Mais encore et encore, notre garçon essaya de l'attraper, et encore, la chose l'évita. Réalisant qu'il avait une réelle chance cette fois, il sourit. Et une dernière fois, il se jeta, sautant pour l'attraper, réussissant finalement, criant « Attrapé !» Et le lapin avait l'air assez surpris d'avoir été attrapé. Mais, malheureusement, en attrapant le lapin, le protagoniste ne réalisa pas la falaise devant lui, et il cria fort en tombant, dégringolant dans la forêt en contrebas avec un grand bruit. Même avec cela, il portait toujours un sourire, tenant sa prise comme un trophée. Et alors qu'il commençait à parler de la facilité avec laquelle il serait d'allumer un feu, il commença à remarquer à quel point le lapin était mignon en réalité. Immédiatement, il commença à le caresser, déclarant qu'il avait une très bonne autodéfense. Voyant que maintenant il ne pouvait plus du tout le tuer, il le laissa tomber sur le sol, et il s'enfuit immédiatement alors qu'il lui disait au revoir. Le regardant partir,
Il se demanda si peut-être il aurait dû le porter avec lui un peu plus longtemps, et juste à ce moment-là, il entendit un fort meuglement comme une vache, ce qui le fit tourner la tête, se demandant si c'était vraiment une vache, commençant à se demander si un village était à proximité. Il commença alors à se demander dans quelle direction il serait, tournant la tête en même temps. Et pour être sûr, il écouta avec impatience, espérant que la vache ferait un son une fois de plus. Quand elle le fit, il décolla, se dirigeant vers l'est, réalisant que c'était la direction qu'il devait prendre. Maintenant dans la ville qu'il essayait désespérément de trouver, il se dirigea directement vers un restaurant et cria sa commande de nourriture. Et peu de temps après avoir fini de manger, absolument rassasié, il soupira, déclarant qu'il se sentait vivant maintenant. Après l'avoir regardé faire tout cela, la propriétaire de l'établissement se tourna vers un homme portant un morceau de tissu sur la tête à côté d'elle, qui lui dit qu'il avait un mauvais pressentiment à propos de notre protagoniste. Et maintenant qu'elle le regardait à nouveau, voyant ses cheveux rêches et ses vêtements en lambeaux, elle le confronta immédiatement, lui demandant s'il pouvait réellement se permettre de payer le repas qu'il venait de consommer, et il déclara qu'il le pouvait. Mais quand il fouilla dans ses vêtements pour sortir l'argent, il réalisa que sa bourse avait disparu. Après avoir réalisé que son argent avait disparu, il se souvint l'avoir laissé tomber en chassant le lapin. L'homme avec le tissu sur la tête exigea alors qu'il montre l'argent, alarmant notre garçon. Alors qu'il était assis, ne sachant pas quoi faire, il se sentit humilié en tant qu'artiste martial de ne pas avoir d'argent pour payer, trouvant l'idée de dîner et de s'enfuir honteuse. Il demanda alors de façon inattendue à l'homme une question hors sujet, s'il avait des problèmes de performance dans la chambre à coucher, ce qui alarma non seulement l'homme mais aussi certaines personnes à proximité. L'homme a retroussé ses manches avec colère, demandant s'il pensait qu'une personne comme lui pouvait avoir de tels problèmes, disant au garçon d'arrêter de dire des bêtises, pensant qu'il essayait de les tromper pour ne pas payer. Mais sa femme qui tenait le restaurant à côté l'a arrêté, semblant intéressée par l'offre du garçon. Ensuite, le protagoniste a dessiné un talisman, l'a donné à la femme, affirmant qu'il améliorerait leur performance au lit si elle le plaçait sous son oreiller, et elle l'a accepté avec joie malgré l'embarras de son mari. Bientôt, le protagoniste a mis en place un commerce rapide, criant qu'il vendrait des talismans à tous ceux qui en voulaient, offrant même une réduction à ceux qui mangeaient au restaurant. Parce qu'il était de coutume pour le clan Zonyam de transmettre des connaissances sur la lecture de l'avenir, la suggestion de chemin et l'annulation du malheur, il pouvait facilement offrir ses services. Bien que les gens de l'ancien temps ne pouvaient pas dire si c'était vrai, cela a certainement contribué à apaiser leurs inquiétudes. Grâce à ce qu'il leur a enseigné, il a acheté une bonne boussole pour guider ses pas et avec d'autres articles nouvellement achetés comme une épée de haute qualité, il s'est de nouveau demandé s'il devait continuer son voyage. Ensuite, ailleurs dans les montagnes du château de Henan, à l'intérieur du monastère de Shaolin, l'abbé en chef, un vieil homme chauve ressemblant à un moine typique, conversait avec d'autres, demandant s'il le croyait maintenant, mais il le fixait sans rien dire, ce qui l'a fait continuer, déclarant que personne n'avait écouté avant. Voulant toujours qu'il parle, il les a poussés avec des mots durs, faisant dire au chef du clan Huangbo à côté de lui que l'abbé en chef était trop dur. L'abbé en chef a demandé s'il le pensait vraiment, et le chef du clan a continué en disant qu'il ne l'avait pas cru auparavant parce qu'il n'y avait aucune preuve. En colère, l'abbé en chef de Shaolin a crié que pendant qu'il se querellait et demandait des preuves, une personne est morte, du chi couvrant ses pieds pendant qu'il parlait. Toujours plein de colère contenue, le vieil homme a déclaré que cela n'avait pas d'importance de toute façon car l'ennemi avait déjà commencé à bouger, et ce n'était pas le seul problème. En entendant cela, un autre homme à la table, un homme aux cheveux longs et aux yeux verts, a demandé s'il voulait dire l'ambassadeur de 3e génération, le soupçonnant fortement. Puis le moine a ajouté que les informations de la secte des mendiants, un groupe d'arts martiaux qui recueille des informations, ont révélé non seulement le culte sombre, mais aussi d'autres groupes comme les fantômes du soleil, le palais de glace de la mer du Nord et les portes de la campanule du Sud avaient tous commencé à se mobiliser. Pour expliquer chaque groupe, tout d'abord, les fantômes du soleil régnaient sur le désert même en cas de chaleur extrême, portant des vêtements comme les maîtres du sable d'Avatar. Le palais de glace de la mer du Nord dominait le Nord enneigé, leur technique s'opposant aux fantômes du soleil créés à partir de climats froids. Et les portes de la campanule du Sud étaient composées de la porte des 5 poisons, de la porte du champ des bêtes et de la porte du palais de sang, tout en constante lutte de pouvoir et affrontement. Pour en revenir à la conversation, le chef du clan Jagel, ce même homme aux cheveux longs et aux yeux verts, a demandé à l'abbé en chef qui assumerait la direction, et l'abbé, soupçonnant son intention, a demandé pourquoi il poserait une telle question. Le chef du clan a ensuite demandé s'il n'avait pas déjà suggéré un chef, ajoutant qu'il nommait le chef du clan Nangang, un bel homme aux cheveux noirs également assis à la table. Cela a incité l'abbé en chef à demander, juste là avec tout le monde, si le fait d'avoir le titre de roi de l'épée n'était pas déjà assez de problème pour qu'il assume autre chose. Pendant ce temps, alors que la réunion se poursuivait, le chef du clan Huangbo pensait au soi-disant roi de l'épée, le fixant même du regard, le roi de l'épée sans air que personne ne pouvait concurrencer à l'exception de l'ambassadeur céleste, mais il ne comprenait pas pourquoi il serait nominé.
Seules 4 personnes présentes faisaient partie des 16 artistes martiaux les plus forts, le roi du poison caché du ciel, le roi de l'épée sans air, le monstrueux Yu Shang et la bête Yumangu. Ensuite, les autres se sont tournés vers cette soi-disant bête, un vieil homme assis dans un coin, lui demandant son avis, et il a déclaré qu'il ne souhaitait pas répondre. Estimant qu'un vieil homme comme lui ne pouvait pas offrir de perspicacité, et être chef d'escouade était déjà trop stressant. Le vieil homme Beast a ensuite ajouté que Zhu Shang avait disparu. Après quelques discussions et voyant que personne d'autre ne prendrait le poste, l'abbé en chef a demandé à Nangun ce qu'il en pensait. Il a répondu que bien qu'il se sente indigne, si l'abbé en chef l'ordonnait, il remplirait ses devoirs au maximum. Et c'est ainsi que la Confédération des arts martiaux a été reformée avec le roi de l'épée comme chef. Pendant ce temps, sentant les forces du bien se rassembler, les forces du mal se sont unies et ont formé leur propre organisation appelée 100 impies. Les choses semblaient sur le point de devenir très vite réelles. De retour avec notre protagoniste principal, il s'est frayé un chemin sur un chemin, le poids de son sac de chariot entravant ses mouvements, le faisant se demander s'il n'en avait pas trop acheté. Alors qu'il marchait, il pensa qu'autrefois, les exercices de marche provoquaient des douleurs, mais maintenant de telles choses ne posaient aucun problème, et il sourit, satisfait, attribuant cela à son entraînement difficile. Mais alors que son estomac gargouillait, il réalisa qu'il ne pouvait pas supporter sa faim incessante. Cela l'a fait s'arrêter pour préparer un repas rapide, ayant besoin de temps pour se recharger de toute façon, et il a décidé qu'il se dirigerait vers le fleuve jaune demain. Après cela, il a essayé de prendre une bouchée de son ragoût de bœuf fraîchement préparé, mais a été interrompu par un bruit fort au loin. Agacé, il s'est tourné pour regarder, se demandant qui faisait un tel bruit au milieu de la nuit. Pendant ce temps, ailleurs, une femme se tenait face à face, se défendant contre 2 hommes qui voulaient lui faire du mal. Un homme a parlé, l'appelant Yoma, lui disant que si elle se rendait, il lui apprendrait quelque chose d'amusant, l'autre gloussant. Voyant cela, la fille a souri sournoisement, tenant avec assurance son épée malgré une blessure abdominale, les a maudits et a déclaré qu'aucune femme au monde ne voudrait jouer avec eux. Dans les buissons, notre protagoniste, Gun Shung, regardait cette scène se dérouler. Surpris qu'une fille fasse tout ça. Voyant toujours la scène et entendant l'offre rejetée des hommes, notre protagoniste n'a pas pu s'empêcher de noter intérieurement leur dégénérescence. Et irrité par le rejet de la dame, ils ont décidé d'attaquer, venant droit sur elle alors qu'elle se tenait prête à se battre, les défiant de 6 mètres. Mais à leur grande surprise, notre protagoniste s'est immédiatement interposé entre la femme et les hommes, saluant tout le monde avec désinvolture comme s'il les connaissait, ce qui a fait tomber la mâchoire de la femme et les hommes a simplement fixé, personne ne sachant d'où venait cet étranger. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il a tendu la main vers les hommes, envoyant une déflagration de chi qu'il a appelée une vague tranchante, qui est allée droit sur eux, en touchant certains. Et alors que la vue du champ de bataille s'étendait, cela en a affecté pas mal, en particulier ceux qui étaient devant. Alors qu'un des hommes gisait sur le sol, apparemment brûlé par l'attaque, leur chef a réalisé que la technique utilisée provenait du clan Yonyam et s'est demandé à voix haute ce que quelqu'un de ce clan faisait ici, semblant contrarié par le fait. Notre garçon a alors répondu qu'il était là parce qu'ils étaient mauvais, et en tant que disciple de la justice, il devait les arrêter. Mais comme il a vu les hommes simplement fixés, il leur a dit que cela n'avait pas d'importance de toute façon car il devait soit le combattre, soit partir. Faisant tournoyer ses mains, il s'est préparé à attaquer à nouveau, et le chef des bandits a remarqué qu'il utilisait une technique thaïlandaise Yul, semblant assez impressionné. Et de même, alors qu'il préparait l'attaque, notre protagoniste a demandé à l'homme s'il reconnaissait vraiment sa technique, se demandant qui ils étaient vraiment, probablement pourquoi il la connaissait si bien. Le chef des bandits a alors crié à ses hommes d'attaquer notre garçon, et ils se sont tous précipités ensemble contre lui, le faisant remarquer leur nombre. Mais il a quand même chargé une attaque contre qui l'a appelé la couronne des 5 tonnerres, la projetant contre la multitude, envoyant voler beaucoup d'entre eux. Après cela, le chef des bandits est venu lui-même à notre protagoniste, chargeant droit sur lui avec une attaque de chi de son propre chef. Bientôt, les deux se sont fait face, les mains l'une contre l'autre. Mais alors Gun Shung a utilisé son énergie pour repousser le chef, la vague affectant même certains du reste de ses amis. Et bientôt, il criait et toussait. Et après cela, alors que notre protagoniste se tenait avec les corps de ses ennemis étalés sur le sol devant lui, il réalisa qu'il les avait tués involontairement, et il n'aimait pas ça. Bien qu'il ait réalisé qu'il n'était pas aussi secoué qu'il pensait qu'il le serait, il a attribué ce fait à son entraînement. Se tournant vers la femme blessée derrière lui, il lui a demandé si elle allait bien, et elle a confirmé qu'elle l'était, le remerciant. En regardant de plus près, notre garçon a déclaré qu'elle avait l'air assez forte, ajoutant qu'elle en avait même abattu certains pendant qu'ils essayaient de s'échapper. Se sentant flattée, elle a rougi, déclarant que ce n'était pas grand-chose. Elle semblait vouloir continuer à lui parler de son épreuve avec ses hommes, mais elle réalisa bientôt qu'il était en train de commencer autre chose, demandant ce qu'il faisait. Il semblait creuser un trou, à sa grande surprise et confusion. Plus tard,
Nous avons réalisé qu'il creusait en fait le trou pour faire une fosse commune pour les hommes tués. Et quand elle lui a posé des questions à ce sujet, il lui a dit qu'il se sentait mal et qu'il avait l'impression qu'il méritait au moins ça malgré le fait qu'ils soient des gens terribles. Faisant quelques pas en avant, il lui a dit qu'il soignerait ses blessures dans son camp, l'informant qu'il connaissait quelques techniques de guérison qui aideraient. Après y avoir réfléchi, elle a décidé de l'accompagner. Alors qu'il se dirigeait vers son camp, il l'informa qu'il était un membre de 3e génération du clan Yonyam, et elle fut surprise compte tenu de son âge. Il lui a ensuite demandé quel nom elle préférait, voulant l'appeler Nuna, artiste martiale féminine, mais lui a demandé si elle en préférait un autre, et elle a juste souligné qu'il l'appelait Nuna depuis tout ce temps de toute façon. Il s'est ensuite présenté correctement comme Gunshung, demandant quel était son vrai nom. Pour une raison quelconque, elle a réfléchi un peu avant de répondre, déclarant que son nom était Seolé. Il l'a ensuite appelé par son nom et lui a demandé son âge, déclarant qu'il supposait qu'elle aurait à peu près le même âge que son gagnant Saju. Elle a rapidement mis fin à cela, déclarant qu'elle avait plus de 30 ans. En entendant cela, il a brièvement mentionné son âge, 18 ans. Déclarant également que Saoli lui rappelait son Saju, qui avait 10 ans de plus que lui. En arrivant au camp, la femme blessée a alors demandé si c'était vraiment l'endroit dont il parlait, voyant que ce n'était pas vraiment un camp mais plutôt une marmite solitaire sur un feu dans les bois. Elle a soupiré, se demandant pourquoi un artiste martial mentirait. Gunshung est intervenu immédiatement, déclarant qu'il n'avait pas menti car le feu aidait à repousser les animaux, et comme c'était ouvert, il pouvait voir les étoiles toute la nuit. Il a ensuite pointé du doigt la marmite de soupe qu'il préparait sur le feu, déclarant que cela satisferait sa faim, ajoutant qu'ici, dans la forêt, ces choses étaient considérées comme un luxe, et il lui a demandé de s'asseoir avec lui. Mais alors qu'il parlait, elle tomba lourdement sur le sol, détournant son attention de la nourriture qu'il préparait, et nous voyons maintenant qu'elle était par terre, à genoux, toussant abondamment, ce qui alarma Gunshung qui l'appela alors qu'elle continuait à cracher du sang abondamment.